Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission et votre émission La Réunion Léla. On espère que vous passez malgré tout de bons moments et que le Covid ne vous prend pas trop la tête, et en espérant que les choses, avec ces vacances scolaires, qu'il y a quand même un peu de repos. On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Christian Gelma. Moi, me dit bonsoir, pareil. Pareil. La question, c'est qu'avant, quand on avait vacances, tu à l'école marron. Vacances, moi, je jamais connu les vacances, moi. C'est-à-dire? Enfin, moi, toujours vivre, partir à l'école, mais pas de vacances. Hein. C'est-à-dire, pour nous, la vie même, c'était une sorte de vacances. Ah, d'accord. Tu comprends? Il n'y a pas de... Quand on est aisé, on a les vacances. Mais quand on n'est pas aisé, enfin, dites pas aisé, on n'a pas de vacances. Hein. Ça veut dire les petits vivre. Travaux ménagers. Ça veut dire vivre. L'école est là, l'école n'est pas là. Vivre. Ben, quand on n'a pas l'école, qu'est-ce qu'on fait? En montant, parce que là, je travaille maintenant actuellement, mais en montant, je ramasse de bois, je ramasse dans la forêt. Ça rote de l'eau? Ça rote de l'eau, et puis... Ça lave la rivière? La linge de la rivière, ça casse... Là, nous avons toujours une activité. Mais sauf, nous n'étions pas en vacances, toujours dans la survie. Ouais, c'est ça le mot. C'est-à-dire que ces vacances-là, il fallait aller arrache manioc, il fallait arrache patate, il fallait aller rôde fouille à pain, il fallait... En tout cas, il fallait rôde à manger. Ben justement, parce qu'à l'époque, on parle vacances, hein, parce qu'aujourd'hui, peut-être les vacances, c'est un autre mot. Beaucoup de monde, maintenant, ils prennent l'avion, ça va, et peut-être ils travaillent, ils cotisent. Enfin, c'est là le mot vacances prend son sens. Mais moi, par exemple, quand un monde ne travaille pas, il est chômeur, est-ce qu'il est en vacances? Mais ils ne pensent pas. Et moi, à mon époque, on est dans la survie, comme on dit, et ramasse tout trop de fruits pour manger. Parce que, je me rappelle, il fallait aller rôde de l'eau, il fallait aller rôde de bois, il fallait rôde manger pour cochon, pour bœuf, pour volaille. On l'avait toujours dans la petite cour que nous l'avait, la petite case en bois sous tôle que nous l'avait, avait toujours quelque chose à faire. Voilà, mais ça, une époque où le mot vacances, ça n'a pas un sens. Aujourd'hui, le mot vacances prend un sens, mais ce sens-là, je pense que, pareil, ça devient violent aussi, ça devient violent. Parce que moi, je travaille du bien, l'école POC, l'école Valina Guelvera, nous, on travaille sur le sens de la violence, d'où il vient, où ça va. Mais aujourd'hui, quand un monde ne travaille pas, il est en vacances, forcé. Un monde qui habite dans l'immeuble aujourd'hui, quand son maman il est en vacances, les prix dans l'immeuble. Et l'immeuble emprisonne. Est-ce que le maman il est en vacances dans un immeuble? Ou en bas de l'immeuble? Enfin, ça, c'est tout mon question. Il y a un travail qui m'y mène dessus. Mais moi, je ne parle pas d'expérience. Pour moi, mon époque, je n'étais pas en vacances. Et puis, comme il disait, il avait l'école marron. On va apprendre avec un grand camarade il habite dans le coin, apprendre à compter, à table de multiplication, apprendre le verbe être, le verbe avoir, apprendre. Mais il avait toujours un truc à faire quand malgré tout. Enfin, il avait énormément de choses. Hein, c'est-à-dire, moi, je suis arrivé à l'écriture aussi parce qu'en 67, mais pas de l'écriture, mais je commence à rentrer dedans parce qu'en fait, tous les soirs, justement, c'était comme un camp de vacances, hein, dans notre bidonville. Il y avait un attroupement de Mahamay et qui répétait les films que nous avons vus dans le cinéma. À l'époque, c'était le cinéma Rio à Saint-Denis. Ouais. Parce que souvent, le film, le garçon, l'acteur principal meurt. Ou ne meurt pas, mais nous, on continue le film. C'est-à-dire, c'était ça le jeu. Et c'est là qu'on a découvert la parole, la transmission de la parole. Donc, avec un Mahamay, il s'appelle Moïse. Moïse est encore vivant aujourd'hui, c'est-à-dire quelques années plus que moi, mais il est encore là. Il s'appelle Moïse. Un nom prédestiné, on va dire. Prédestiné. Donc Moïse, c'est ça, il nous regroupe, assis dans la cour, et puis il dit, ben voilà, moi, il commence l'histoire, il continue le film, après il passe la parole à l'autre, de continuer. Donc chacun avait il écoutait la version de l'autre et racontait la suite, et c'est comme ça que mon esprit s'est commencé à ouvrir avec des mots de la transmission. Il faudrait aussi rappeler qu'à ce temps-là, il n'y avait pas la télé. Ben non. Il n'y avait pas d'électricité non plus. Il n'y avait pas d'eau courante. Donc, ce que nous pouvions inventer pouvait que donner à nous un petit peu de plaisir. Aller au cinéma, c'était pas à la portée de tout le monde non plus.
nous avons la chance parce qu'à l'époque, c'était le cinéma Boîte Génie. C'est-à-dire, dans les années 60, la lessive Génie était arrivée à La Réunion. Et pour que les gens achètent, ils ont mis, si on casse la boîte, l'ouverture de la boîte, on l'amène au cinéma, on a un passe gratuite. Donc, toutes les semaines, nos familles achetaient un Boîte Génie. Donc, on avait 10, donc on avait 10 places gratuites. Mais payer, on ne pouvait pas payer. Mais la place était pas chère parce que c'était une boîte, il fallait déchirer la boîte. Et puis, dans ce rond comme il parlait là, quand Moïse nous transmettait la parole, il y a toujours quelqu'un en dehors, une même famille, disait restez pas dans le noir comme ça. Et un autre avait dit le jour-là, c'est pour ça, la marque mon esprit, nous t'en garde le ciel. Et l'autre a répondu, elle n'apprend rien dans le ciel là. Et moi, je me regarde, oh, mettez-moi bon les étoiles, moi l'espace, les normes, même des coups, moi, je n'apprends rien dedans. Tu vois, donc il y avait des personnes qui étaient déjà résignées, mais il y a d'autres qui commençaient à apprendre les mots, à apprendre à rêver. Et cette école de la vie, Christian Gelma, que nous veut pas, là quand même apporte beaucoup de choses. On a beaucoup de Réunionnais que la réussir à trouver un petit métier, à former aux autres, à apprendre l'école, à aller jusqu'au bac, à devenir instituteur. Mais aujourd'hui, quand on regarde, pourtant le contexte est meilleur, mais l'avenir n'est pas meilleur apparemment. Oui, non, mais justement, on a raison, mais sauf que l'a produit quelque chose inattendu. C'est-à-dire, moi, comme t'es petit, tu vois, mon papa, tu ne travailles pas, hein, parce qu'elle ne veut pas la CEDIX. La CEDIX, c'est un rappel à nous, l'arrivée ici en 1916. Avant 1916, il n'y a rien ici. Il y avait le travail libéral. On pouvait travailler 2 heures de temps, 3 heures de temps. Mais je voyais que mon papa, mon maman, après plusieurs personnes, mettaient des ferrailles devant leur barreau. Et une fois toutes les semaines, un malgache passait, ou 2 malgaches, et payait tout en cash. Donc on avait un travail de survie, une monnaie qui rentrait sans l'État français. Donc c'était la survie, c'était le troc. Et puis, il y a l'arrivée des chopines, pareil. Il y a quelqu'un qui achète les chopines. Donc on avait un travail, activité en parallèle à l'économie lui-même. Mais ce qui se passait justement aujourd'hui, par rapport à votre réponse, là, votre question, aujourd'hui, les politiques, ils ont dit, ça marche. Maintenant, il faut mettre des bennes sur la route, empêcher, souvent en guillemets, l'autre personne d'avoir un peu de sous. C'est-à-dire, ça dure énormément d'années. Empêcher. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui ramassaient, enfin, des gens ramassaient le ferraille. Aujourd'hui, non, on dit, tout doit venir dans un lieu spécifique d'une société. Donc, on enlève tout petit métier qu'on dit là, tout petit métier noble, qui nous rend dignes, sans tendre la main, sans le pleurer, on nous enlève tout ça. Parce que quand on marche le fer aujourd'hui, il dit, il faut faire une société où, dessus de la béton, quand la pluie tombe, il ne faut pas la rouille, rendre dans la terre. Le papier, pareil, le papier, personne à Réunion ne peut gérer le papier, parce que c'est une usine très chère, parce que le papier a de l'encre. Donc, on l'emballe, on voit en Inde. Donc, tout ce qui peut nous permettre d'avoir un boulot digne, la société actuelle le reprend pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit boulot rapporte. Alors, juste un exemple sur les bouteilles de la bière locale. Il faut savoir que dans la nature, il y a chaque année à peu près 1 million de canettes. Oui, c'était recensé avec une usine. Oui, avec l'usine. Et d'autant que j'ai eu l'occasion, moi, d'écrire un article là-dessus et de rencontrer les gens de la brasserie. Et effectivement, quand on sait que c'est 1 million de canettes, c'est 10 centimes la canette. Ça veut dire qu'il y a l'argent par terre. Ouais. Il y a beaucoup d'argent. Mais maintenant, des sociétés veulent prendre ce... C'est pas marché, ça. Enfin, eux, ils mettent sur le marché, mais ils veulent prendre la dignité de l'autre. Oui, mais ils mettent, ce qu'on appelle aujourd'hui, ils mettent des bornes pour... Ils n'ont même plus à ramasser. Les gens mettent la bouteille dans la borne et ils récupèrent. On demande de ne pas partager avec l'autre, de ne plus donner. Et l'autre, plus en plus, et voilà le mot vacances que j'aime pas, sont en vacances. Et c'est là le mot violent. Oui, mais la question, je reviens à cette question initiale, Christian Gelma, c'est l'éducation. Avant, on faisait l'éducation de manière naturelle. Et ça avait des résultats. On avait les travaux ménagers du matin,
nettoyer la cour, donner de manger volaille, faire la vaisselle, nettoyer la case. C'était naturel. Après, il fallait aller rôder les herbes pour lapin, pour cabri et cochon. Mais il y avait ce qu'on appelle un cadre éducatif. Oui, mais ce cadre éducatif, aujourd'hui, il est cassé par quelque chose qui s'appelle, que beaucoup aiment le mot, modernité. La modernité, pour moi, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire la modernité doit nous servir, doit nous aider. Alors, la modernité, pour l'instant, ce sont des impositions d'achat de produits qui enlèvent quelque chose d'humble en nous. Un peu notre humanité. L'humanité même. Rappelez-vous, en 1976, quand arrive la CEDIX, le président de l'époque dit « Ceux qui seront pauvres, ce sont ceux-là, ceux qui n'ont pas de machine à laver, pas de frigidaire, pas de télévision, pas de fauteuil, enfin, il y a au moins 5 produits qui rentrent comme critère de pauvreté, de référence. Et les Réunionnais sont entrés là-dedans. C'est-à-dire, ils ont, un exemple, maintenant, le lavoir, tu as vu le lavoir? Un beau métier, le lavoir, lave-linge les gens. Ouais. C'est un beau métier, les linges sur le vent qui se balancent, et les femmes avec de l'eau, les enfants, ça a disparu. Peut-être il reste un à Saint-Pierre, un lavoir à Saint-Pierre, une comparaison en action. Mais le lavoir à Saint-Denis, la plupart des lavoirs étaient abandonnés. Pourquoi tu as été abandonné tout d'un coup? Parce que les machines à laver ont remplacé Les machines à laver ont remplacé, mais allons plus loin que ça. C'est-à-dire, si je veux lavoir, lave mon linge, c'est que je serai identifié comme personne qui n'a pas de machine à laver. Donc, je suis pauvre. Donc, on me voit pauvre. Tu vois le jugement sur moi-même. Par exemple, machine à laver, pareil, machine à laver. Si je vais mal laver mon linge là, enfin, j'ai pas de machine, et si j'ai pas d'eau aussi, les gens vont penser que j'ai pas d'eau. Ouais. Or, que tu as machine à laver, pas machine à laver, tu vas laver ou lavoir, c'est une culture, c'est ta culture. L'autre, c'est la modernité qui doit nous donner un peu de temps libre, un peu de vacances. Et là, le mot vacances, le sens violence, c'est là m'y rentre là. D'accord. C'est-à-dire, on cache dans notre activité, on cache tout ça. Et puis, il y a encore d'autres critères. Mais là, on ne rentre pas dedans. Mais malgré tout, Christian Gelma, d'une façon ou d'une autre, même pauvres, même misérables, les enfants avaient droit aux vacances. Et c'était ça, et c'était un paradoxe de dire ça. Pour ces enfants-là, c'est le plus dur. Parce qu'à midi, pour manger, c'était pas sûr. Ben justement, c'est ça, mais pour moi, vacances, ce n'était pas vacances. Dans les vacances, celui qui est aisé, il est en vacances, lui. Le midi, le manger est sur la table. Ouais. Mais moi, le midi, le manger n'est pas sur la table. Donc, je suis en vacances, mais je suis dans la débrouille. Et ça m'a appris à me respecter, à respecter l'autre. Et c'est pas sûr que les autres, les mangeurs arrivés le midi, respectent l'autre. Oui, tout à fait. Parce qu'une boîte de sardines, à l'époque, déjà, c'était pas évident d'avoir une boîte de sardines et un bout de pain. Bah, allons plus loin encore. Dans les années 60, enfin, il y a eu la guerre 39-40, 45, la guerre était finie. Mais la Réunion, on a continué jusqu'aux années 80 à donner des bons de Alimentaires. jusqu'aux années 80. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, bien compris ma mère, parce que tous les mois, on reçoit un bon. Donc là, je vois qu'on donne le bon, et on lui donne un cuillère d'huile, un cuillère, un tablette de chocolat, un boîte de sardines, un sachet de grains, et un petit sachet de riz, comme ça, pas sachet, mais dans le sachet vraiment, avec un rembrayant plastique, et puis un boîte de grains. Et puis on dit, retournez dans un mois. À la même point de journée, là, retournez dans un mois. Un autre mois, mon maman, il retourne, il m'accompagne. Et là, il lit le papier, il dit, Madame, vous appelez comment, vous? Mon maman dit, moi, je m'appelle Jalma, mais mon jeune fils est Chevalier. Il dit, Madame, le nom Chevalier, c'est un nom noble, il ne faut pas que vous veniez ici avec le nom Chevalier. Non, mais tu vois le comportement. Ouais. Et allons plus loin encore. Ma mère met le nom de Sylvie à une de mes sœurs. À l'hôpital, on dit, Madame, vous ne pouvez pas mettre le nom Sylvie à votre enfant. Hein, parce que Sylvie, c'est une grande chanteuse chez nous. Hein. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. Tu vois, il y avait ça qui existait. Ouais. Donc, en fait, c'était la couleur. C'était la couleur. Donc, on ne porte pas le nom d'une célébrité. Ouais. Et eux estimaient que Chevalier était un nom noble. Ouais. Et ma mère n'a pas reçu sa ration le jour-là. Ah, d'accord.
Non, mais tu vois, Ouais. c'est ce qu'on parle. On nous enlève beaucoup de choses pour mettre dans d'autres choses. Et pour moi, le mot vacances, c'est violent. Et pour les enfants où les familles sont vraiment modestes, c'est de manger. Parce que si la mère est femme de ménage, elle part à 7h le matin, elle rentre l'après-midi, les enfants sont à la maison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas à manger parce qu'ils sont trop petits pour cuire, et à la rigueur, s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de nourriture non plus. Après, il y avait d'autres solutions aussi. Hein. Ma mère avait une amie qui travaillait chez un gros oiseau. Donc, tous les midis, ma mère me dit, parce que moi, je sais pas encore l'école à l'époque, parce que moi, on est rentré à l'école très tard. Hein. On est rentré peut-être à l'âge de 7 ans. Enfin, l'école ne voulait pas me prendre, mais ma mère a insisté et ils m'ont prié, sinon ça m'était un illettré encore. Hein. Donc, ma mère m'a envoyé chez sa copine qui travaillait sur ce gros oiseau. Tous les midis, il me donnait les restants des gros oiseaux, mais seulement en cachette. Hein. Il met des cachettes, et dès qu'eux, ils ont fini, là, ils ne mangent plus, ils mettent tout, et ils sortent dehors en cachette, ils me donnent par le métallique, et moi, j'amène chez ma mère. Comme ça, on mangeait. Sauf le manger était vraiment bon, hein. Parce qu'il y avait des boulettes je me rappelle bien, parce qu'en chemin, elle avait 10 boulettes, et comme il arrive, il reste 7. Hein. À la fin. Bah oui, boulettes, mais le goût est bon, parce que moi, goûter chez Chose là, tu as vraiment le goût. Hein. Aujourd'hui, je ne connais pas si les Marmets connaissent encore le goût. Il y a beaucoup de choses qui vendent dans les petits burgers, tout ça, ça n'a pas vraiment de goût. Mais on sentait vraiment le bœuf. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que les vacances, mais ça c'est un côté de la vie, mais il fallait quand même apprendre un peu aussi les leçons, apprendre à écrire, apprendre à lire, à compter, à apprendre la table de multiplication. Oui, mais je ne pense pas à l'époque que les enfants apprenaient. Hein. Enfin, moi, dans le cas nous parle, l'époque nous parle. Hein. Actuellement, je ne connais pas ce que font les enfants, mais on dirait que les enfants sont encore plus en grande difficulté aujourd'hui. Hein. Oui. Mais à l'époque, on n'apprenait pas rien du tout. Hein. Mais moi, je n'apprenais rien du tout parce qu'en fait, on savait que l'école n'était pas faite pour nous. Nous étions là juste pour aller manger à la cantine et sortir le soir à l'école, attraper de l'eau, c'est tout. Mais moi-même, je n'apprenais pas les leçons. Hein. Et puis, il y avait aussi ce fait que quand on était dans des familles modestes, en plus, on était bien bronzés. On était plutôt dans le fond de la salle, dans le fond de la classe. On était un peu à part. Oui, ça, c'était les consignes de la France lui-même. Hein, la France. Souvenons-nous, juste pour donner ce qu'on parle, il y a eu Gamalia Boris, qui a fait un livre qui s'appelle « Vali, point de morte ». Par rapport à ce livre, il était mis en résidence, sorti de la Réunion, en résidence à Paris. Juste pour un livre. Vali, point de morte. Ce poète a été mis en résidence, surveillé. Un prof ou bien un maître d'école qui parlait trop, qui donnait trop accès de culture à un marmaille comme moi, je vois mon teint bien foncé, était remonté. C'est-à-dire, tu t'arrêtes ou tu rentres à Paris. C'était ça. Et puis la troisième chose, il y avait cette fameuse classe, donc tout le monde était en vacances. Vacances violentes. Ils appellent CPN. CPN, voilà. C'est-à-dire cette classe, on est là à l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans. On rentre dans cette classe, on reste là, 16 ans, on sort. Donc, les vacances, moi, je m'y connais. Et aujourd'hui, comment faire pour que les enfants profitent des vacances, se reposent, mais malgré tout gardent leur esprit éveillé? Là, il faut le retour des nénènes. Sans les nénènes, cette réunion-là, les vacances dont on parle là, ce ne sera plus des vacances, ce sera vraiment du temps libre. C'est un autre sens encore, du temps libre. Avec le temps libre, on ne connaît plus quoi faire. On a du temps libre, mais qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Mais je pense qu'il faut que les nénènes reviennent. Et les nénènes, il est toujours là, l'esprit des nénènes est toujours là. Mais sauf que cette école française ne fera retourner les nénènes en aucune façon. Parce que l'école, dans le sens de l'école française, on dit élever l'enfant. Pas l'élever, hein. Élever son esprit vers la société. C'est ça l'esprit de l'école. Mais l'autre école est absente dans la France. Donc il faut que c'est nous-mêmes, à La Réunion,
nous-mêmes, on fait une école parallèle officielle avec un enseignement de la vie que nous vivons ici. Comme ça, parce que l'école, souvent qu'on ne respecte pas les leçons, il dit « oh, là, un idiot ». Mais dans Haute Vie, on n'est pas idiot. On a d'autres choses à dire. On veut parler avec ce maître d'école, ce prof, mais lui, il ne va pas t'écouter. Parce que c'est lui qui enseigne. Donc tout ce que Ou dit n'a pas d'importance. Et moi, je pense que l'esprit nénène doit revenir. D'une façon ou d'une autre. Elle doit revenir. Si elle ne revient pas, je pense que le temps libre ne nous manquera pas ici. Merci Christian Jalma pour cet éclairage sur les vacances. En tout cas, on y reviendra. On y reviendra surtout sur l'école Poc de Christian Jalma. Et voir aussi aujourd'hui comment les jeunes, quand ils sont en vacances, que ce soit au primaire, collège, lycée, comment ils font pour justement exploiter ce temps, aussi bien pour se reposer, mais pour maintenir leur esprit éveillé. Oui, Christian Jalma. Mes vacances étaient beaux ou belles, hein. J'ai compris. Donc, on verra ça donc avec Christian Jalma et avec d'autres personnes sur cette éducation qu'on essaye qu'on cherche, mais qu'on a du mal à trouver. Alors, on va tourner une page, on va regarder, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans la semaine bleue, la semaine donc pour les personnes âgées. On a rencontré 2 jeunes qui se préparent à devenir auxiliaires de vie, Michel Tambouchetti et Marie-Evelyne Imazout Issina. On les écoute. Quand on dit apprenti en tant qu'auxiliaire de vie, quoi vous l'avez appris jusqu'à maintenant? Donc, à venir en aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées. Donc quand je dis venir en aide, c'est-à-dire les aider à tout ce qui est repassage, aide au ménage, préparation de repas également, et les accompagner également aussi. Alors pour vous d'abord, c'est quoi un auxiliaire de vie? Un auxiliaire de vie, il est là pour aider les personnes qui en ont besoin, donc, à faire leurs tâches quotidiennes chez eux, mais également dans leur démarche. Et les accompagner, tenir compagnie, faire quelques activités également avec eux. Pourquoi elle a décidé de devenir auxiliaire de vie? En fait, j'ai toujours aimé aider les gens et c'est ça qui a fait que je me suis tourné vers ce métier. Et depuis que vous l'avez commencé, vous trouvez que les gens ont vraiment besoin d'aide? Oui, beaucoup. On ne s'en rend pas compte, mais il y en a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'aide, mais qui n'osent pas demander également. Quoi vous l'avez découvert quand vous l'avez commencé ce métier? Eh bien, ce que j'ai découvert déjà, c'est le côté contact humain. Parce que c'est quelque chose, donc il faut s'adapter à la personne, faire connaître la personne. Et ça, c'est très important dans notre métier. Et ça, c'est quelque chose que donc, on a besoin de connaître pour pouvoir évoluer et avancer avec la personne. Est-ce que vous attendez à où à découvrir ce que vous l'avez découvert chez les personnes âgées, par exemple? Non. Non, parce que moi, je pensais que le métier, on était là juste pour faire ce qu'on avait à faire. Et puis rentrer chez soi, quoi. Mais en fait non, on n'est pas là que pour ça, on est là aussi pour on est un soutien pour la personne, donc on est présent pour cette personne là également, donc, et puis ça lui fait plaisir qu'on soit là. Comment votre regard y évolue aujourd'hui sur les personnes âgées? J'ai un regard qui est compatissant vers eux. Et puis avec eux, on apprend quand même beaucoup de choses. On trouve que la société est devenue individualiste? Je ne dirais pas que la société est devenue individualiste, mais je dirais plus que les gens, ils n'osent pas. Ils n'osent pas aller demander de l'aide quand ils sachent qu'ils en ont besoin. Alors, quoi on a besoin comme autre outil dans la formation pour être plus performant, pour être plus efficace? C'est d'être plus présent sur le terrain. Donc c'est ça qui va faire en sorte que justement je vais acquérir encore plus de connaissances et pouvoir me perfectionner encore plus. Aujourd'hui, quoi un auxiliaire de vie doit avoir comme outil vraiment pour pouvoir répondre à tout ce que le terrain demande d'aller? Comme outil, donc ce qu'on devrait avoir, c'est avoir une bonne connaissance déjà de la personne chez qui on va. Ça c'est primordial. Si on n'a pas ça déjà, on ne sait pas sur quoi on va intervenir et comment intervenir chez la personne.
Jusqu'où vous voulez aller comme auxiliaire de vie? Eh ben, en tant qu'auxiliaire de vie, moi je vise déjà l'auxiliaire de vie pour être bien professionnel et voir pourquoi pas après responsable du secteur. Quoi amène à vouloir devenir auxiliaire de vie? C'est quand on m'arrête de travailler dans le commerce. C'est déjà plus de la vie, c'est quand des fois ça va chez ma belle-mère, elle avait des difficultés de santé, comme tu vois, elle a des difficultés, elle avait du mal à faire son ménage et tout. C'est là que m'a connu qu'il existe vraiment un métier, des personnes qui peuvent aider des gens comme cela. Et c'est là que m'a pris conscience ce métier-là. Bien aider des gens qui ont vraiment besoin d'aide en fait. Voilà. Et dans ce qu'on vient de dire, quoi les personnes généralement ont du mal à faire dans leur vie de tous les jours? Le plus, pour moi, c'est plus faire le ménage, faire à manger. C'est des gens que, par exemple, comme les personnes, les autres ils ont fait d'autonomie. Déjà, pour lever des fois, c'est ce qui n'est pas levé. Et nous, on est là pour aider à lever sur notre lit, pour amener les autres dans notre cuisine, pour aider faire de manger, quand ils ne trouvent pas. Nous, on est là pour les aider, en fait. C'est ça, aider les personnes. Alors, au travail dans ce cas-là, est-ce qu'on a l'impression que c'est un travail vraiment ou c'est finalement où vous faites des gestes que vous faites tous les jours? Ou pour la famille? C'est vrai, il nous fait des gestes que je fais tous les jours. Je me fais des gestes tous les jours que je fais chez moi. Mais après, chacun a sa façon d'être chez les autres, mais pas pareil. C'est pas pareil que chez moi en fait. Et après, pour moi, c'est un travail, oui. Mais si je me réveille le matin, ça va faire un travail que il est bien, il donne vraiment envie d'aller parce que il connaît la journée, mais ça va pour être vraiment un monde courant. Pour des autres quotidiens, ça me fait un truc de. Comment dire ça? Un truc qui a l'importance pour les gens. Oui, mais je comprends. Mais est-ce que à Outavi, autour de vous, les gens sont conscients que la des personnes âgées est vraiment isolée? Là, elle n'est pas vraiment consciente. Pas du tout consciente. Parce que dans le chemin, comment des fois, pour voir des personnes en difficulté, même handicapées, on a du mal à passer, isolées tout seul, la personne va nier des autres, comprend. Et ça, c'est vraiment dommage. Elle n'est pas consciente vraiment. Vous essayez de sensibiliser un petit peu, de mobiliser un petit peu autour de vous, des gens que vous connaissez, des autres comme ça, aller voir d'autres grands mondes, aller causer d'autres. Oui, parce que c'est très important, parce que si ce n'était pas autres, nous, on n'est pas là. C'est les autres qui ont fait grandir à nous, c'est tout ce que nous connaissons. C'est les vieux personnes qui sont là pour nous, c'est notre maman, notre grand-père, notre grand-mère, et si nous avons fait que manger, nous n'avons pas gagné ça tout seul. C'est pas là pour la nous fait que manger. C'est pas là pour la couche comme il dit quand tu es petit. Mais là, maintenant, c'est nous tout des autres, parce que nous avons besoin. Et ce message-là, il est facile à faire passer ou pas? Très difficile à faire passer. Pour moi, personnellement, il est très difficile parce que quand ça va chez des gens, après, comme aujourd'hui, on n'a pas su prospecter dans le chemin des bases de prospectus, mais il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment que il y a des gens esprit pour aider les autres. Et quoi à votre avis, il faudrait faire pour que les gens les un peu plus au courant, que vous allez là, vous allez prêt à aider les autres? Plus de pub peut-être. Aussi passer à la télé, en ce moment c'est télé, internet. Donc je pense qu'il faudra faire plus de pub à la télé pour montrer qu'il existe ce métier-là. Parce qu'il est très important, il faut aider les plus vieux, les personnes âgées, il est très important. Je pense qu'il faut faire plus de pub, passer à la radio et aussi à la télé, plus à télé, internet, Facebook. En ce moment c'est que ça, internet et le réseau en fait. Voilà.